Bonsoir. Les élections européennes pourraient réserver de bien mauvaises surprises. Ce sera le premier sujet de ce soir. La montée des populismes ou comment les anti-européens pourraient gagner les élections européennes. Une Dream Team pour le Rwanda ou comment la réconciliation passe par la surface de réparation. Et enfin, au service de Sa Majesté ou comment la reine d'Angleterre a survécu à 12 premiers ministres. L'Europe a rendez-vous avec l'un de ses paradoxes. Aux prochaines élections européennes, les nationalistes, ceux qui n'ont de cesse de vilipender l'Union européenne et l'accusent de tous les maux, semblent promis à une brillante victoire. Eux qui n'ont de cesse de dénoncer le projet européen, la libre circulation et l'immigration, s'apprêtent à déferler sur l'hémicycle du Parlement européen. Le Front national de Marine Le Pen, le néerlandais Geert Wilders, l'italien Beppe Grillo, le finlandais Timo Soini, le hongrois Viktor Orban pourraient s'installer en force au cœur des institutions communautaires. Les derniers scrutins, comme les législatives en Hongrie ce week-end, sont là pour le prouver. Le populisme a encore de beaux jours devant lui en Europe, à l'image de Viktor Orban en Hongrie. Mesdames, Messieurs, c'est avec l'humilité et la dignité qui nous caractérisent que nous pouvons dire que tous les doutes et les incertitudes se sont dissipés. Nous avons gagné. Dimanche soir, Orban a une nouvelle fois largement remporté les législatives dans son pays. Sa recette, baisse des impôts et doublement de certaines allocations, mais aussi concentration des pouvoirs, contrôle de la presse, politique très ferme à l'égard des minorités et changement des règles électorales. Autre élection, autre victoire pour les populistes. En février dernier, la Suisse s'est prononcée pour la limitation de l'immigration, une votation proposée par l'UDC, connue pour ses affiches choc contre les étrangers ou ses croisades contre les minarets. Gagnée d'un souffle malgré l'opposition du reste de la classe politique, des syndicats et du patronat, le référendum instaure des quotas de travailleurs étrangers. On les recrute quand on en a besoin, on ne les recrute pas quand ce n'est pas nécessaire, c'est simple. À Venise et Trévise aussi, les populistes triomphent. Le 21 mars dernier, les électeurs se sont prononcés par Internet pour l'indépendance de leur région à 89%. Derrière ce référendum, un collectif indépendantiste qui a reçu la bénédiction des populistes de la Ligue du Nord. Le repli identitaire, une valeur prônée aussi par le Front national dans l'Hexagone. Et les arguments du parti d'extrême droite ont fait mouche. Lors des municipales fin mars, le parti de Marine Le Pen a ravi 14 mairies de villes de plus de 9000 habitants. Profitant d'une crise de confiance profonde, le FN a exploité le rejet des partis traditionnels. Ça n'est pas François Hollande qui décide, pas plus que c'était Nicolas Sarkozy hier. Bruxelles considère qu'il faut à tout prix que l'on mette en place une politique d'austérité comme en Grèce, comme en Espagne, comme en Italie. Eh bien, c'est exactement ce qu'est en train de faire François Hollande. L'Union européenne, tête de turc des populistes, des anti-européens qui se verraient bien en cheval de Troie de l'Union. La représentation des partis populistes au sein même de la citadelle Europe pourrait atteindre un record lors des élections européennes de mai prochain. Pour vous faire une idée de la progression des populismes et de leur force dans les divers États européens, consultez le comparatif sur notre site internet à l'adresse arte.tv. Le réalisateur Antoine Wittkin a mené l'enquête. Tout au long de l'année passée, il a donné la parole aux militants, aux électeurs et aux dirigeants des partis populistes, aux quatre coins de l'Europe. Vous allez le voir, c'est une parole libérée et décomplexée. Dans des pays en crise, comme dans des nations prospères, du nord au sud, élection après élection, une vague populiste déferle sur l'Europe. Le populisme prétend parler au nom du peuple, contre ceux d'en haut, contre le système. À tous les problèmes, il offre des solutions simplistes et des slogans chocs. Il désigne des boucs émissaires, toujours les mêmes. Les immigrés, l'Europe, les élites. Il se nourrit des peurs et des souffrances.
Le visage du populisme, c'est celui de chefs charismatiques qui règnent sans partage sur leur parti. La plupart viennent de l'extrême droite, certains de la droite traditionnelle ou de la gauche. Tous se proclament respectables. Je suis allé rencontrer les plus puissants d'entre eux pour comprendre pourquoi ils ne cessent de progresser. Car s'ils se disent démocrates, tous menacent la démocratie. Dans le sud de l'Europe, a surgi le dernier né du populisme, peut-être même son expression la plus aboutie. Un parti marginal, il y a encore un an, a obtenu en février 2013 les voix d'1 Italien sur 4. Le mouvement 5 étoiles a fait main basse sur la vie politique de son pays. À Gênes, au milieu de 40 000 de ses partisans, son chef, Beppe Grillo, célèbre l'anniversaire de ce succès inattendu. Grillo ne vient pas du monde politique. Il est un humoriste de 66 ans, ancienne star de la télévision. Sur scène, il se révèle un redoutable tribun, surtout lorsqu'il s'en prend à ses cibles favorites, les institutions et leurs dirigeants. Siamo andati dentro il Parlamento e abbiamo disintegrato quella finta sacralità del Parlamento di gente nominata, di gente prescritta, patteggiata, di P2, di massoni. Dobbiamo fare sgomberare le macerie di questi partiti che non ci sono più. Partiti a cui noi daremo l'estrema unzione. Fine. Ci hanno anche chiamato adesso il nuovo termine per definire una platea così, il nuovo termine, populisti. Siamo i populisti. Benissimo, sono fiero di essere un populista insieme a voi. Sono fiero. E allora siamo populisti anche arrabbiati, bene, sì, siamo anche arrabbiati. Une fois encore, Grillo fait mouche. S'il se revendique populiste, c'est qu'il affirme savoir, lui et lui seul, ce que veut le peuple italien. Ciao, vinciamo noi, vinciamo noi. Avec sa classe politique minée par les scandales et la corruption des années Berlusconi, avec ses gouvernants impuissants face à la crise, l'Italie est un terrain favorable à ses idées. Son programme est un fourre-tout, empruntant à l'extrême gauche, mais aussi à l'extrême droite. Grillo est contre l'immigration et pour l'écologie, contre l'Europe et pour la hausse des salaires. Il est à la fois contre les impôts et pour les services publics. Qu'importe les incohérences, Grillo se veut le porte-voix de toutes les colères. Dans les coulisses, j'approche le chef du mouvement 5 étoiles, d'ordinaire méfiant avec les médias. Lorsque je l'interroge sur son programme, il botte en touche et m'expose sa vision de la démocratie, la clé de voûte du populisme à la Grillo. On veut une révolution dans la tête des Italiens. C'est ça mon grand pari. Les Italiens doivent comprendre qu'il est temps pour eux de commencer à exister. Le plombier, l'électricien, l'ingénieur, tous doivent contribuer à notre cause. Vous vous rendez compte? Nous, on fait entrer au Parlement des femmes au foyer, des femmes avec des enfants, des gens qui parlent de choses qu'ils connaissent, des gens qui ont travaillé. On est des avant-gardistes. On veut une démocratie qui permette une participation directe du peuple. Rendre le pouvoir au peuple, une vraie démocratie.
Voilà ce que Grillo prétend offrir aux Italiens. La preuve en serait donc les 163 députés et sénateurs du mouvement 5 étoiles qui viennent se mêler à la foule à chaque manifestation du mouvement. Tous novices en politique, ces parlementaires citoyens ont été sélectionnés par les internautes sur le site de Grillo. che alcuni attivisti Notav avevano portato alla Corte dei Conti per denunciare lo sperpero di denaro pubblico in quel cantiere. La plupart des partisans de Beppe Grillo espèrent de bonne foi que le mouvement 5 étoiles parviendra à changer la politique italienne. À cette fin, ils ont choisi ces représentants qui leur ressemblent. Savent-ils seulement que ce casting a été revu et corrigé par Grillo? Savent-ils que ces parlementaires ne sont que des pantins? Au Sénat, à Rome, où il représente la troisième force politique, le mouvement 5 étoiles accepte à titre exceptionnel la présence d'une caméra de télévision. Chaque semaine, ces élus enregistrent un message vidéo pour rendre compte de leur action à destination du site internet de Beppe Grillo. Siamo? Oh, belli carichi, Attenzione, 3, 2, 1, sigla. Ciao a tutti, cittadini 5 Stelle, questa è stata una settimana non importante. Le sénateur Nicolas Mora, un ancien professeur d'histoire géo, préside le groupe des élus grillinistes. Voi mi conoscete già, io sono Nicola Morra, al Senato abbiamo anche approvato la legge di stabilità, purtroppo è una legge di stabilità pessima, come al solito ci siamo scontrati con un governo che rappresenta soltanto i grandi interessi, gli interessi della grande finanza. Un attimo. Et comme toutes les semaines, le sénateur ne fait qu'attaquer le gouvernement et se poser en victime du système. En un an, son mouvement n'a cherché à faire adopter aucune de ses 400 propositions. Mora préfère applaudir à des coups d'éclat savamment orchestrés, comme cette occupation du toit du Parlement par les élus grillinistes pour s'opposer à une réforme de la Constitution. En réalité, ce citoyen parlementaire récite une partition écrite par d'autres. Mora a interdiction de parler à la presse comme tous ses collègues. Pour un mouvement qui promet une vraie démocratie, voilà un paradoxe de plus. Ici, le pouvoir n'est pas entre les mains d'un élu, mais d'un proche de Grillo, Claudio Messora. Lui seul a le droit de répondre à mes questions. Lorsque je le questionne sur l'action du mouvement au Parlement, Messora ne veut parler que d'une seule chose, la transparence, l'obsession de Grillo. Nous, le mouvement 5 étoiles, nous sommes venus ici pour ouvrir cet endroit comme une boîte de thon. Nous voulons apporter de la transparence dans ce lieu de pouvoir où se prennent les décisions. Il insiste pour m'en donner la preuve. Toutes les dépenses des élus du mouvement sont publiées sur le blog de Grillo, que gère ici l'équipe de Claudio Messora. Sur cette page, il y a tous les parlementaires du mouvement 5 étoiles. Leurs visages sont tous identifiables. On clique sur un parlementaire et on accède au compte-rendu pour voir combien il a dépensé pour vivre à Rome, combien il a économisé. Les citoyens surfent sur le web et évaluent tous ensemble si ces dépenses sont convenables ou si elles sont exagérées. C'est pas possible que tu aies dépensé 10 000 € en vêtements. Les citoyens italiens ne doivent pas payer pour ta lessive. Bref, c'est le contrôle des citoyens, c'est le peuple qui se réapproprie la politique. Ici, on voit son compte-rendu.
Tout le monde peut contrôler. Finalement, c'est vous qui contrôlez les parlementaires. Exactement. Oui, mais pas nous. Les gens, les internautes. Ils vérifient qu'ils tiennent leurs promesses. Le contrôle de ces parlementaires sert de vitrine au mouvement 5 étoiles. Mais qui contrôle? Les citoyens ou cette cellule de communication qui ne dépend que de Grillo? Cette surveillance, ils veulent l'appliquer à tous les parlementaires italiens, placer l'ensemble du Sénat sous l'œil de ces caméras. La pression exercée par les grillinistes sur les institutions italiennes commence à inquiéter certains parlementaires. Fabrizia Giuliani est députée de gauche et philosophe. Cette volonté d'un contrôle direct par les gens est la grande illusion du populisme. C'est comme ça que fonctionne Grillo. Il nourrit les citoyens d'illusions. Caméra, micro, vous allez vérifier vous-même s'il n'y a pas d'arnaque, ce que tel député a dit, a fait, etc. Cela donne l'illusion à de très nombreux électeurs que ce type de contrôle enrichit la démocratie. Alors que c'est le contraire, ça l'appauvrit. C'est une manière de donner l'impression qu'on va tout changer, alors qu'en fait, bien sûr, on ne change rien. Dans cette logique, tout le travail pour préparer les lois ne compte plus. C'est très préoccupant, parce que ce refus d'essayer de chercher des solutions dans un pays en crise comme l'Italie est dramatique. Depuis un an, le mouvement 5 étoiles consacre ses forces à tenter de bloquer les institutions et à combattre toute initiative des autres partis. Grillo interdit toute alliance avec eux, même ponctuelle. Comme il s'en vantait dans son discours, il préfère saper le Parlement. Avec un quart des sièges, il a un pouvoir de nuisance considérable. Et pas question pour ses élus de sortir du rang. Une sénatrice pourtant a cru pouvoir passer outre. Chef d'entreprise, Paola De Pin est entrée en politique avec le mouvement 5 étoiles. Quelques mois après les élections, elle a écrit à son chef. Elle lui suggérait de soutenir la gauche au Sénat. Celle-ci avait besoin des voix grillinistes pour instaurer une réforme de la loi électorale que le mouvement 5 étoiles réclamait lui-même depuis longtemps. Dopo 2 giorni mi arriva la telefonata di un signore. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un monsieur qui me tenait les propos les plus absurdes. Il me disait « Vous ne valez rien ». C'est ce qu'il m'a dit. « Vous ne valez rien, vous ne savez rien ». Il s'est permis de dire « cette prostituée » en parlant de moi. Il a dit que je devais me recentrer, que ce que j'avais écrit n'était pas bien. Comment avais-je pu me le permettre? Et là, je suis restée abasourdie et choquée parce qu'il me semblait que je n'avais rien dit de mal. J'avais seulement proposé une ligne politique qui me semblait juste. Excommuniée par Grillo, la sénatrice annonce son soutien aux réformes du gouvernement de gauche. Sono entrata in Parlamento con la speranza di dare un piccolo aiuto alle persone più deboli e al paese, alle genti della mia terra, veneta, non certo per salire sui tetti del Montecitorio e insultare i colleghi dissenzienti. I vertici, con la scusa della fedeltà formale nei confronti di un pezzo di carta, il non statuto, essi hanno compiuto un tradimento sostanziale nei confronti degli elettori che domandavano il cambiamento. Mi scusi, grazie. C'è una regressione alla violenza, alla brutalità. Il y a une régression vers la violence, vers la brutalité, que je ne comprends pas. Toutes ces idées simplistes. Abbiamo avuto dei politici
Bien sûr, par le passé, nous avons eu des hommes politiques terribles. Mais il faut croire en nous, croire en l'institution, parce que maintenant tout le monde veut la détruire. Je pense que le citoyen a besoin d'institutions. Il a besoin des personnes qui le représentent. J'ai fini par comprendre que la politique n'est jamais simple. Elle est complexe. C'est l'art de la médiation. C'est l'art du dialogue, de la confrontation. Et maintenant, je repense à cette phrase que j'ai répétée moi aussi au début. Tous à la maison. C'est terrifiant. Terrifiant. Tous à la maison. Pour les remplacer par qui? Qui devons-nous substituer à tous? Chi è che deve sostituire tutto? Tutti a casa, qu'il dégage. Le mot d'ordre de Grillo. Malgré les accolades, les parlementaires citoyens sont muselés, surveillés, impuissants. À la suite de Paola De Pin, 4 autres ont été exclus. Certains simplement pour avoir osé s'exprimer à la télévision. D'autres sont tentés de quitter le navire, mais préfèrent se taire. Car Grillo veille. Gardien d'une ligne que ses fidèles eux-mêmes ont du mal à comprendre. Récemment, après la mort de 300 clandestins au large de Lampedusa, de nombreux politiques italiens de toutes tendances ont voulu abolir une loi particulièrement injuste, punissant de prison les clandestins sur le sol italien. Grillo s'y est opposé avec un argument cynique. Si cette mesure avait fait partie de notre programme, on aurait eu un score à 1 chiffre. Quel est, au fond, le but véritable de cet homme qui continue de se présenter comme un simple comique en colère? Une dernière question pour mieux vous connaître. On a l'impression que vous avez assez peu de modèles finalement. Il y a beaucoup de gens que vous n'aimez pas, mais qui sont vos modèles? Des modèles? Mon modèle, ça pourrait être Obama. Il y a un livre qui s'appelle Les mails d'Obama. On dirait notre programme. Il utilise Internet, le financement comme nous on fait, la communication, la participation en direct. Mais, Monsieur Grillo, Obama, il passe son temps à faire des compromis avec le Congrès, avec... Mais quand on vous écoute, on a l'impression que vous, les compromis en politique, vous ne connaissez pas ça, vous ne voulez pas ça. Oui, on est au-delà du compromis. On n'en veut plus. Le compromis, c'est un mot affreux, affreux. À moins qu'il ne soit d'accord avec nous, on n'en veut plus des compromis de la vieille politique qui cherche la médiation. Les compromis, c'est fini. La vita in società è compromesso. Sans compromis, c'est la violence. Non, elle n'est pas faite de compromis. La vie en société, c'est la communion, la solidarité. Ensuite, quand on aura 100%, pas 51%, quand les citoyens deviendront l'État. Mais moi, je rentre chez moi. Le mouvement n'existera plus. Il n'aura plus besoin d'exister. T'as compris? Moi, je rêve d'un Parlement sans parti, avec des catégories de citoyens élus directement qui représenteraient les demandes, les problèmes de leur propre catégorie. Et puis on vote. On vote sur Internet, depuis la maison. Clique et puis j'ai voté. Ils disent « nous sommes au-delà ». Mais par rapport à quoi? Se dire au-delà en parlant des forces politiques traditionnelles, ça a peu de conséquences.
Mais ce qui n'est pas explicite, mais qui est très dangereux, c'est que Grillo veut dire « je suis au-delà de la démocratie parlementaire ». Qu'est-ce que ça veut dire, être au-delà de la démocratie parlementaire? Son objectif politique, c'est de grandir, 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 jusqu'à représenter 100% de l'électorat. Et là, nous ne sommes plus en démocratie. Dans la mémoire italienne, ce sont les fascistes qui disaient ce genre de choses. C'est Mussolini. Avec son déni de la pluralité des opinions, et donc son refus du compromis, avec son désir de communion, ce mythe de l'unité du peuple contre ses représentants, ces catégories de citoyens se substituant à la démocratie parlementaire, enfin ce chef guidant le peuple, le monde rêvé de Beppe Grillo rappelle indubitablement certains traits du fascisme mussolinien des années 20. Un fascisme 2.0 en tout cas, à l'heure d'Internet. Le plus troublant, c'est que la popularité du mouvement 5 étoiles ne se dément pas. Malgré son absence de résultats, malgré un autoritarisme de plus en plus flagrant. Dernier venu du populisme européen, Beppe Grillo éveille l'intérêt de ses voisins français. La présidente du plus vieux parti d'extrême droite d'Europe vient saluer à la télévision italienne le chef du mouvement 5 étoiles. Osservo con grande interesse quello che dice e quello che fa. Non lo trova populista? Cos'è il populismo? Se è la difesa del governo del popolo per il popolo, allora anch'io sono populista. Si c'est ça, je suis populiste aussi alors. Le virage populiste opéré par Marine Le Pen est-il la clé pour comprendre l'inquiétante progression du Front National? Selon les sondages, ce parti pourrait un jour devenir le premier de France. Le populisme à la française ne ressemble pas tout à fait au populisme italien. Si Beppe Grillo utilise d'abord la crise politique, le Front National joue d'une autre crise. Je suis allé dans l'un de ses fiefs électoraux, Forbach, une ville ouvrière de l'est du pays. Les houillères de charbon, principale activité de la région, ont fermé il y a 10 ans. 22% des ménages sont touchés par le chômage. Une personne sur 5 vit dans la pauvreté. Ma foi, moi je suis au RSA. Ah oui. Très difficile. Ah oui. On fait même les poubelles. C'est pas parce que je suis habillé comme ça, je fais les poubelles, hein, j'ai pas le choix. Hein. Je suis un fils de mineur. Hein. Et grand-père aussi mineur, hein. Tous des mineurs. Allez, au revoir, bonne journée. Depuis la fermeture des mines, le Front National a doublé son score. Lors des dernières élections législatives, près d'1 habitant sur 2 a voté pour lui. C'est dans des petites villes comme celle-ci, touchées par la crise, à l'écart des grandes agglomérations, que le Front National concentre ses efforts. Les jours de marché, ces militants sont souvent les seuls à être présents. Ce matin, ils sont 2. Bruno, un ancien mineur, militant depuis 30 ans, et Patricia, une infirmière, nouvelle adhérente venue de la droite. Bonjour. Au long de la matinée, personne ne refusera un tract. Remplaçant le Parti communiste, le Front National est devenu le premier parti de l'électorat populaire. Merci. Et voilà. L'ouvrier, le petit ouvrier, qui lui, avec sa petite retraite, il doit se démerder pour arriver à la fin du mois, ou sinon il se trouve dehors, parce qu'il n'arrive pas à payer son loyer. Vous trouvez ça normal? Il faut aussi dire que le gouvernement n'a rien fait, hein, en ponctionnant les retraites, en augmentant le chauffage, les factures de gaz. Ils sont incompétents et malhonnêtes. Incompétents et malhonnêtes. Parce qu'ils s'en mettent eux dans la poche. N'ayez pas peur. Ça me prend les boules.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Il y a aussi de l'injustice quelque part. Hein. Et ça, je pense que ça joue aussi. Hein. Et la sécurité sociale, la sécurité sociale et d'autres, ils touchent l'invalidité, ils ne sont pas malades, ils savent danser, ils savent chanter, ils savent boire, mais ils ont une carte d'invalidité. C'est qui en profite? C'est pas les Français. Hein? Et quand tu vas, tu dis quelque chose comme ça, on dit que tu es raciste. Voilà, mais oui, mais... On n'a pas le droit d'être raciste. Et vous pensez que le Front National a la solution? Je veux pas dire qu'il a la solution, mais bon, peut-être qu'il pourrait stopper un peu comment on dit, les étrangers. Justement, ce tract que les deux militants distribuent depuis le début de la matinée s'oppose au droit de vote des étrangers. Il y a des questions à poser peut-être? Aux étrangers, mais les étrangers, lesquels vous appelez étrangers? Les personnes, non pas les Italiens, si c'est ce que vous voulez dire. Les Italiens. On parlait des extra-communautaires. Hein. Les extra-communautaires. Voilà. Si vous allez au Lidl, vous verrez des bungalows là, au parking du Lidl. La boulangère m'a dit que tous les jours, il arrivait des bungalows pour loger les Kosovars. Alors qui est-ce qui finance tout ça? C'est où exactement? Certains vont dire que c'est l'État qui finance, mais moi je dirais que c'est les contribuables qui financent. Ah oui, évidemment. Bien sûr. Il faut bien les loger, c'est vrai. Des Roms, hein, puisqu'on a fait... On va y aller, ouais. Discuter avec la boulangère qui est derrière. On va y aller. Peut-être après-midi encore. Cet après-midi, ouais, on ira. C'est bien ce qu'il les a donné. Merci. On va passer par là alors, ouais. En venant à Forbach, je pensais que la situation économique serait le principal argument du Front National. Je me rends compte que son succès repose sur une vieille méthode, la recherche d'un bouc émissaire. Les étrangers sont ici 15%. Après les Italiens et les Polonais, les mines ont attiré des Maghrébins. Mais ce jour-là, c'est la peur des Roms et de leurs supposés bungalows que les militants brandissent pour convaincre l'autre moitié des électeurs, celle qui ne vote pas Front National. Ça va être dur pour me convaincre. Ça va être très dur. Hein. Tu verras. Il me connaît, lui. Hein. Il sait comment je suis. Bah, écoute, d'après Marine... Attends. D'après Marine, elle veut faire nous les douanes, remettre les douanes, et revenir au franc. Et tu te rends compte ce que ça va coûter comme milliard à refaire tout ça. Si on ne remet pas ces frontières, les Roms n'y passent plus. Si on remet les frontières. Selon un autre militant, les bungalows seraient même des chalets, argument qui s'avère efficace. Ils sont en train de construire des chalets, je l'ai entendu là. Ouais, je viens de l'apprendre, moi, là, tout à l'heure. On va y aller l'après-midi. Ah, tu te rends compte, nous, on doit payer des loyers, on doit payer ceci, on doit payer cela, et les autres, ils ont tout à l'œil. Non, mais on va où, là? On va y aller cet après-midi. Oh. Non, mais on va où? Vous nous dites, hein. Ah ouais, on voit l'enseigne, là. Vous la voyez? Lidl. Vous voyez l'enseigne? Ces fameux bungalows dont on parle tant sur le marché, Bruno est incité par son état-major à me les montrer. Bon, rien du tout, hein, moi je vois rien. Ouais, c'est beau. Dites-moi, madame, un petit renseignement, s'il vous plaît. J'ai appris ce matin qu'il y avait un déchargement de caravanes et ainsi de suite là sur le parking. Peut-être, ouais. Pas d'un camion qui aurait déchargé des caravanes, des bungalows, caravanes. Je sais pas. Très bien, excusez-moi. Bonne journée, au revoir. Oui, madame, bonjour, madame. Dites-moi, est-ce que vous avez entendu ce matin d'un camion qui aurait déchargé des caravanes, s'il vous plaît? Des bungalows, des caravanes Non, mais j'ai vu la police qui arrêtait des gens avec des Mercedes neuves avec des sales têtes. Ah. Ouais, donc ça n'a aucun rapport avec nos caravanes, quoi. Hein? Ça n'a pas de rapport, je pense, avec les caravanes. Le camion, là, vous savez pas ce que c'est? Non, ça c'est un truc catholique, comme on dit. Transport, hein? Pas de bungalow. Mais peu importe. La peur fait recette. Et cela, le Front National le sait depuis longtemps. Sur les murs de la permanence du parti, cette flamme héritée il y a 40 ans d'un mouvement fasciste italien rappelle que le Front National fut des années durant le parti des dérapages antisémites et des slogans brutaux. Aujourd'hui, il a un nouveau visage, celui de Marine Le Pen qui a succédé à son père en 2011. Un nouveau visage
et de nouvelles ambitions. Ce jeune homme bien mis est la vitrine de ce changement. Diplômé de la prestigieuse École nationale d'administration, Florian Philippot est devenu le bras droit de Marine Le Pen. Tête de liste aux élections européennes, il est aussi le candidat du parti à la mairie de Forbach. Philippot a doté le Front National d'un programme social supposé répondre aux difficultés engendrées par la crise. Protectionnisme, défense des acquis sociaux, retour des frontières. Il vise à sortir le parti des marges du pouvoir, à lui donner allure plus respectable. Quand on nous dit c'est facile d'être dans l'opposition, oui, vous avez raison, c'est plus facile d'être dans l'opposition. Donc rendez-nous la tâche plus difficile, mettez-nous dans la majorité et au pouvoir. Et là, on vous montrera de ce dont on est capable. Mais on ne se débarrasse pas si facilement de son histoire. Un habitant vient rappeler au candidat les villes que dirigea autrefois son parti. Expérience marquée par la corruption et la violence. Maintenant, on tient compte des erreurs du passé. Voilà. Alors, c'est plus le même front. Hein. Vous savez, les responsables à Toulon, etc., il n'y en a plus un qui est dans les organes dirigeants du front aujourd'hui, plus un. Maintenant, sur Forbach, qu'est-ce que vous avez prévu pour assainir les comptes? 72% du fonctionnement. Eh bien, on va faire des économies sur certaines dépenses, certains gaspillages. Lesquelles? Bah, par exemple, des associations communautaristes qui seront plus subventionnées. Voilà. Communautariste. Ce mot fait maintenant partie des éléments de langage du Front National. Qu'on ne s'y trompe pas, cette formule ne sert qu'à une chose, stigmatiser les musulmans tout en paraissant politiquement correct. Car les dirigeants du Front National l'ont bien compris, pour continuer à progresser, il leur faut éviter de tenir un discours trop radical sur l'immigration qui risquerait d'effrayer une partie des électeurs. Mais un discours trop peu radical aurait trop peu d'impact. Conjuguer radicalité et respectabilité, voilà en quoi consiste le virage populiste de l'extrême droite française. Cet effort ne se limite pas aux mots. Il oblige sa présidente à modifier sa stratégie, quitte à décevoir son électorat traditionnel. Dans un grand hôtel parisien, Marine Le Pen vient lancer devant la presse sa campagne pour les élections européennes. C'est une autre actualité qui intéresse les journalistes présents. Le Parlement français vient d'autoriser le mariage des couples homosexuels. Traditionnellement défenseur des valeurs familiales et religieuses, tout devrait porter le Front National à combattre cette loi. Il n'y a pas d'autres questions sur ce sujet, ou sur d'autres d'ailleurs? Oui, monsieur. Ce même jour est organisée une immense manifestation contre le mariage gay, comme le lui rappelle un journaliste. Dans pas longtemps, dans 2 heures, il va y avoir une grande manifestation qui partira de Port-Dauphine. Est-ce que ça ne vous démange pas? Vous êtes tout prêt d'y aller, les saluer ou manifester? Non, non, mais si ça me démangeait, j'irais d'ailleurs. Non, ça ne me démange pas. Nous avons nous avons pris une décision. Le Front National n'a pas appelé à manifester, clairement. Vécu comme une trahison par son électorat traditionnel, ce choix modernise l'image du parti et lui permet de rassembler plus largement. Un simple calcul politique? Ce que tout le monde ignore alors, et que me révélera l'un de ses conseillers, c'est qu'il s'agit d'un geste de bonne volonté adressé à un autre parti populiste, le PVV du néerlandais Geert Wilders, dont Marine Le Pen cherche justement à se rapprocher. J'ai eu l'occasion de déjeuner récemment avec M. Wilders, qui regarde ce que nous faisons de près. Je crois d'ailleurs que M. Wilders compte m'inviter dans son pays, où j'irai bien entendu avec intérêt, et j'espère que nous réussirons à le convaincre de nous rejoindre. Si Wilders intéresse tant Marine Le Pen, c'est qu'il est l'inventeur d'une formule politique novatrice. Il mène un combat acharné contre l'immigration tout en se posant en défenseur des droits des homosexuels au nom des libertés individuelles.
Wilders combine deux dimensions, et c'est ça qui a intéressé Marine Le Pen. Ce populisme-là, c'est traiter un malaise existentiel que subissent une partie des Européens qui ont des difficultés économiques et sociales, sujet plus classique, le chômage, etc., la sécurité, ce genre de choses, la santé, mais qui également éprouvent, à tort ou à raison, éprouvent, eux, le sentiment d'un déclassement culturel ou au fond, d'une perte de leur modèle de vie. Et c'est le populisme hollandais qui les a, le premier, pris ensemble comme un objet et une offre politique. On est là pour vous aider à défendre votre niveau de vie, mais aussi votre style de vie. Donc, ça veut dire, si vous voulez vivre votre sexualité librement, on vous aidera à le faire. Si vous voulez qu'il y ait moins d'immigrés, moins d'islam, parce que ce n'est pas votre style de vie, on vous aidera à combattre l'immigration et l'islam. C'est le modèle qui triomphe aujourd'hui en Europe. Et qui, de ce point de vue-là, aide Marine Le Pen à se distinguer de la tradition d'extrême droite pour prospérer davantage encore au plan électoral. Comment peut-on être à la fois d'extrême droite et se revendiquer progressiste et moderne? Je prends la direction de La Haye, aux Pays-Bas, pour comprendre pourquoi dans ce pays pourtant prospère, le populisme réussit si bien. La figure de proue du populisme européen, Geert Wilders, est l'un des hommes politiques les mieux protégés d'Europe. À la différence de Beppe Grillo ou de Marine Le Pen, il fait partie intégrante de l'establishment politique de son pays. Dans une salle du Parlement, il vient annoncer qu'il a accepté de s'allier avec le Front National. Contrairement à la française, héritière d'un parti d'extrême droite fondé par son père, Wilders vient de la droite libérale. Il fut assistant parlementaire, puis député de centre droit une décennie durant, avant de fonder son propre parti, le PVV, le Parti de la Liberté, en 2006. Ik ben ervan overtuigd. En ik vind het ook ontzettend groot compliment waard dat mevrouw Le Pen de afgelopen jaren van Front National de partij heeft gemaakt die de partij vandaag is. En ik wil daarmee samenwerken. Ik hoop en verwacht ook bij de verkiezingen volgend jaar voor het Europees Parlement in mei de grootste partij van Frankrijk. En ik sluit ook niet uit dat ik hiernaast een van de toekomstige Franse presidenten sta. Ce compliment vient d'un homme connu ici pour ses prises de position en faveur des homosexuels, mais aussi de la liberté d'expression, de la laïcité ou du droit à l'avortement. Progressiste, Wilders? Derrière tous ces combats, il n'a en fait qu'une seule motivation. La haine de l'islam, qui menacerait les libertés occidentales. Ses clips électoraux le martèlent. L'intolérance au nom de la tolérance. Wilders ne recule devant rien. Il milite ainsi pour l'interdiction pure et simple du Coran. You compare the Quran with Mein Kampf. Why did you feel the need to do that? I believe that the Islam is not so much a religion, but more an ideology. It wants to rule and dominate not only all aspects of one's life, but a whole society. Therefore, it shouldn't be compared to other religions like Christianity or Judaism or Buddhism, but it should be compared with other totalitarian ideologies like fascism. And I believe the symbol of fascism, Mein Kampf,
can be compared with the symbol of the other totalitarian ideology, Islam, which is called the Quran. On pourrait penser que de tels propos auraient fait de lui un homme politique marginal. Le PVV est passé de 6% à ses débuts à 16% lors des élections législatives de 2010. Wilders se trouve aujourd'hui en tête des sondages. Il suscite l'enthousiasme lorsqu'il amalgame, comme à son habitude, la critique de l'Europe et son cheval de bataille, le péril de l'islam. We moeten uit de Europese Unie. We moeten onze eigen Nederlandse identiteit houden. We zeggen dan ook nee tegen de massa-immigratie. We zeggen ook nee als enige van Nederland tegen de islamisering die maar doorgaat. We zeggen genoeg is genoeg. Étonnamment, Wilders attire un public parmi lequel on rencontre peu de radicaux. On n'a pas de problème avec l'immigration. Bien sûr, s'ils s'adaptent parfaitement à notre culture et s'ils s'intègrent. Je veux dire ne pas avoir la double nationalité, mais seulement un passeport néerlandais. À cette condition, tout le monde est bienvenu parce que nous sommes une démocratie. Non, je le dirais pas comme ça. Certaines valeurs qu'ils apportent de leur propre culture ne concordent pas avec notre civilisation occidentale, particulièrement dans un pays ouvert comme le nôtre. La méthode de Wilders est redoutablement efficace. En attaquant l'islam, il affirme s'opposer à une religion et non aux immigrés eux-mêmes. Dénoncer l'islamisation et pas les musulmans. Il évite ainsi d'être perçu comme un extrémiste par les électeurs et par les télévisions. Ses idées simples et chocs se prêtent à un traitement médiatique sans recul, voire complaisant. À la manière de ce présentateur d'une émission politique à la mode de la télévision publique. Wat vind jij zijn beste idee? Nou, Nederland voor Nederland. Nederland voor Nederland. Ja. Vond Bob dat ook? Ja, vond hij ook. Dat is ook een moslim, hè? Ja, maar dat geeft niet. Die was een andere. Expliquez-moi, c'est comment de couvrir Wilders quand on est journaliste? C'est super. Il y a toujours quelque chose qui se passe quand Wilders est dans le coin. C'est un homme politique qui connaît le jeu, qui sait jouer. Il sait ce que les gens ressentent. Et beaucoup de gens adorent ça. C'est un énorme show. Wilders fait de l'audience, et l'audience fait Wilders. Quelques semaines auparavant, ce journaliste et ses confrères ont couvert un autre show wildersien. Lorsque le chef du PVV a dénoncé la présence en plein milieu de La Haye d'un quartier surnommé le Triangle de la Charia. Ce quartier s'appelle Schilderwijk. À peine un article de journal y avait-il rapporté la présence de 3 mosquées intégristes que Wilders s'y rendait, devant des dizaines de caméras. Hooggeëerd bezoek vandaag in de Haagse Schilderswijk, want Geert Wilders komt hoogstpersoonlijk een kijkje nemen in de inmiddels welbekende Sharia-driehoek. Geert Wilders komt deze dinsdag zelf polshoogte te nemen. Hij krijgt eerst een toelichting op het politiebureau. Het belangrijkste doel van mijn bezoek hier is dat dit van ons is. Dit is een stukje Nederland. Dit is geen Saoedi-Arabië, dit is geen Marokko, dit is geen Turkije. Er wordt gezegd dat de honden onrein zijn en dat hij maar de wijk dat ergens anders moet doen. Dat er geen alcohol, geen varkensvlees mag worden verkocht. Ainsi médiatisée, cette idée d'un triangle de la charia au cœur de la capitale des Pays-Bas peut pénétrer les esprits.
Schilderwijk n'est pourtant qu'un banal quartier d'immigration récente où vivent une trentaine de nationalités, dont des islamistes certes, mais qui sont loin de dicter leurs lois. Je suis musulman, turc, et chez nous, chez moi, c'est très tolérant. Mais dans le quartier, il y a des gens plus extrêmes, plus stricts, c'est vrai. Au nom de la fameuse tolérance hollandaise, la classe politique traditionnelle a longtemps nié les problèmes de l'immigration. Moins l'islamisme que l'existence de communautés repliées sur elles-mêmes. Toutefois, depuis une dizaine d'années, des efforts d'intégration considérables sont faits. Ces femmes, d'origine marocaine, vivent ici depuis 30 ans. Ce que raconte Wilders n'est pas vrai. Si vous vous promenez dans le coin, vous verrez presque dans chaque immeuble un lieu où les femmes peuvent apprendre le néerlandais. Donc Wilders raconte des salades lorsqu'il dit que l'intégration ne fonctionne pas, que c'était mieux avant. Je crois même que c'est parce que nous nous intégrons à la société néerlandaise qu'il éprouve le besoin de nous empêcher de progresser. La société néerlandaise est désormais multiculturelle. Elle compte des hommes d'affaires, des artistes, des maires, dont celui de Rotterdam, tous d'origine arabe. À Wilders, peu importe la réalité de l'immigration. L'universitaire Fouad Laroui a publié une tribune dans la presse pour rappeler qu'une majorité d'immigrés s'est parfaitement fondue dans le creuset néerlandais. Une chaîne télévisée lui a alors proposé un débat avec le chef du PVV. La réponse est venue de son camp. Il disait « On n'est pas intéressé. On ne parle qu'avec les gens qui sont comme nous, qui nous ressemblent. De notre propre espèce, si vous voulez. » Et c'est le cœur du sujet. Ces gens ne cherchent pas à trouver une vérité commune. En démocratie, si vous prenez quelqu'un de droite et quelqu'un de gauche, ils ne sont pas d'accord, ok? Mais au moins, ils tombent d'accord sur des faits ou sur des chiffres. Un populiste ne sera jamais d'accord sur un chiffre. Il n'acceptera que les données qu'il a lui-même fournies. C'est la raison pour laquelle le populisme est si dangereux pour la démocratie. Il parvient toujours à éviter de se confronter à la vérité. Le succès de Wilders ne tient-il qu'à ses manipulations, qu'à ses outrances? Pourquoi sa stigmatisation de l'islam a-t-elle autant d'écho dans la société néerlandaise? Neil et Piet sont tous deux électeurs du PVV. Elle est retraitée, lui artisan. Ils habitent à 50 km d'Amsterdam, un lotissement moderne entre la ville et la campagne. Un endroit tranquille et prospère. Aux Pays-Bas, pas de crise économique comme en France, pas de souffrance à imputer aux étrangers. D'ailleurs, dans ce quartier, il n'y a pas d'immigrés. Alors pourquoi, finalement, Neil et Piet votent-ils pour Wilders ? On ne panique pas. Oui, on se sent heureux et chanceux ici. Ce n'est pas une obsession, mais on voit bien que notre pays n'est plus le même. C'est vrai, ils devraient s'adapter à notre culture et laisser leur propre culture derrière eux. Moi, je crois que dans 20 ans, 25 ans, l'identité néerlandaise aura complètement changé. Je ne reconnaîtrai même plus les Pays-Bas. Oui, je crois qu'on ne parlera plus néerlandais. Notre langue va disparaître. Vous parlez d'identité, mais parlez-moi d'un événement historique qui, pour vous, symbolise votre pays. Dat zou het meest historisch moment. Ja, wat zal dat zijn? Wat zal dat nou?
Un événement historique, je ne sais pas. Il veut un événement historique. Je ne sais pas. Il y a eu tellement d'événements historiques. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Cet embarras est révélateur. Neil et Pete ne savent plus bien qui ils sont dans une société qui change et qu'ils ont du mal à comprendre. Wilders leur offre une identité collective. Mais une identité par défaut. Être néerlandais, ce serait donc ne pas être musulman. Cette quête identitaire est partout en Europe l'une des premières raisons du vote pour des partis populistes. Ainsi, Geert Wilders avance-t-il, s'engouffrant dans les failles de la société. Au Parlement, ce maître étalon du populisme a fait de son parti une force incontournable, grâce à son habileté à suivre l'opinion, à virer de bord au gré des circonstances. Avant la crise de 2008, il était libéral et pour l'État minimum. Désormais, il défend le contraire, un État-providence fort. Favorable à l'Europe à ses débuts, anti-européen désormais. Ancien député du PVV de Wilders, Wim Courteneven vient de démissionner, exaspéré par cet opportunisme dont il redoute les conséquences. Ce que Wilders veut vraiment, c'est arriver au pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un qui dévoile ses intentions du premier coup. Il planifie les choses pas après pas. Mais au bout du compte, quand il faudra mettre en œuvre concrètement des mesures, appliquer les politiques qu'il promette, la restriction de l'immigration, l'expulsion des indésirables, les expulser d'Europe, comme ça a été dit, eh bien, cela ne pourra pas être fait sans se salir vraiment les mains. En progression dans les enquêtes d'opinion, il n'est pas impossible que l'habile Geert Wilders devienne un jour le Premier ministre des Pays-Bas. Dans toute l'Europe, les populistes autrefois marginaux aspirent au pouvoir. Pour le moment, aucun d'entre eux n'a jamais gouverné un État. Sauf dans le pays dans lequel je me rends maintenant, où depuis 2010, un populiste est au pouvoir. Budapest est en pleine fête nationale. La Hongrie commémore la révolte de 1956 contre l'occupant communiste. Pour l'occasion, l'extrême droite est dans les rues. Ces motards qui défilent s'appellent les motards Goy. Goy, c'est-à-dire non-juifs. Sur leur dos, ils arborent le drapeau de la Grande Hongrie d'avant 1918. Ils sont proches du parti Jobbik dont ils rallient le meeting. Ultranationaliste, antisémite, anti-Rome, le Jobbik est l'une des extrêmes droites les plus radicales d'Europe. Il dispose d'un bras armé, la garde hongroise, auteur de pogroms contre la minorité rome, soupçonnée de meurtre. Un de ses députés a même récemment proposé en plein Parlement de dresser une liste de juifs hongrois à toute fin utile. Mit akarunk mi? A hazánkat szeretnénk visszakapni, ne az Európai Unió, a multinacionális tőke,
a nemzetközi vállalatok és a nemzetközi háttérhatalomnak a lábtörlő. En 2010, le Jobbik est devenu le troisième parti de Hongrie avec 17% des voix. Pourtant, tous les sondages le disent aujourd'hui en net recul. La cause de ce reflux, la concurrence d'un autre parti, le Fidesz, celui du Premier ministre au pouvoir. On voit bien que le Fidesz de Viktor Orban reprend certains points de notre programme. Il va dans le sens de nos électeurs. Bon, pour nous, ce n'est pas un gros problème, car au moins notre programme se réalise. À l'approche d'élections législatives, le Premier ministre Viktor Orban multiplie les concessions faites à l'extrême droite. Il a fait inscrire la référence à Dieu dans la Constitution. Il a obtenu que la justice considère les sans-abri comme des criminels. Ce jour-là, Viktor Orban tient aussi son meeting sur l'autre rive du Danube. « 200 000 personnes sont venues l'acclamer. És a magyar földet végleg magyar kézben tartjuk. Azt akarjuk, hogy ne tehessék megint együtt tönkre Magyarországot, ne szolgáltathassák ki újra a spekulánsoknak és a bürokratáknak. És aki nem a szabadságot választja a saját erejéből, annak a szolgaság lesz a végzete. Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok! Az egész szabad világ kalapot emel. Orban fustige les partis d'opposition, l'Europe, les multinationales, ses ennemis de l'intérieur qui voudraient réduire la Hongrie en esclavage. Ici encore, le succès de son populisme agressif doit beaucoup à la crise. Un tiers des Hongrois vit dans la pauvreté. Sortis du communisme il y a 25 ans, entrés avec enthousiasme dans l'Union européenne, beaucoup d'entre eux déchantent. L'URSS a imposé sa politique à la Hongrie par la force. Et l'Union européenne fait un peu la même chose. Monsieur Orban a raison, et c'est pour ça que tant de gens sont venus à ce meeting. Et ça continuera encore longtemps. J'ai sa photo ici, dans ma poche. On dit que les Hongrois sont des fascistes, mais ce n'est pas vrai. J'aime Viktor Orban. Il faut défendre les Hongrois et lui, il nous défend. Orban est-il un opportuniste flattant le nationalisme de son peuple ou un dictateur en puissance ? Je le retrouve dans la banlieue de Budapest, où il inaugure une usine chinoise aux côtés de l'ambassadeur de Chine. Orban n'a pas toujours été un populiste. Démocrate dans les années 1980, étudiant à Oxford ensuite, il fut en 1998 un jeune Premier ministre de centre droit pro-européen. Avant donc de revenir au pouvoir en 2010 avec un ton bien différent. Quelques jours auparavant, il a ainsi menacé d'expulser des entreprises européennes qu'il accuse de voler les Hongrois. Profitant de la présence de ma caméra, il glisse une réponse à ses détracteurs. We are very often criticized by the traditional West European countries, but I'm sure that we are right. Yes. So we are not ready just to accept what the others suggest for us. So we try to find our own way. And the fact that the Chinese and some other companies from outside Europe are interested in what's going on, it's an argument. Yeah, it's an argument. Yeah. A strong argument anyway. And we believe that your government is leading the country in the right way to build your country. Thank you. Thank you.
As a former leader, Deng Xiaoping used to say, don't debate too much, let's do it. Le soir même, dans l'enceinte du vieux Parlement de Hongrie, Orbán justifie ses méthodes. À l'écouter, elle lui aurait permis de sauver son pays de la faillite en lui imposant de dures mesures d'austérité. L'ambassadeur chinois a cité Deng Xiaoping. Le débat, ce n'est pas tout, l'important, c'est l'action. Et cela vous a fait rire. Que pensez-vous de cette citation ? Le point important, c'est que les Chinois, eux, sont efficaces. Et si nous aussi, les Européens, on faisait... Enfin, il faut conserver nos valeurs démocratiques et nos procédures démocratiques. Quand tout va bien, en particulier l'économie, les institutions suffisent. Des gens très sympas sont Premier ministre, ils ne font pas grand-chose, les institutions fonctionnent, tout va bien en Europe. Mais maintenant, nous vivons à une époque de crise. Et l'exercice du pouvoir par les institutions n'est pas suffisant. Ce dont nous avons besoin, c'est de pouvoir personnel. Et les gens comme moi, qui essaient de diriger leur pays de manière personnelle, sont souvent dépeints comme des gens dangereux, des Poutines, ce genre de choses. C'est une erreur. Insuffisance des institutions, pouvoir personnel. La Hongrie d'Orbán ne serait-elle pas en train de tourner le dos à la démocratie ? Symbole de cette dérive autoritaire, l'homme fort du pays a fait installer dans le Parlement la sainte couronne de l'Empire austro-hongrois. La couronne d'un empereur au cœur d'un Parlement démocratique. Il flatte ainsi la défiance de nombreux Hongrois pour une démocratie qui ne leur apporte pas la prospérité. Disposant d'une écrasante majorité, Orbán a entrepris de modifier la Constitution pour mettre sous tutelle la justice et la Cour constitutionnelle et limiter la liberté d'expression. Il a même fait voter une loi qui restreint la campagne électorale télévisée de l'opposition. Sous pression, celle-ci, souvent, préfère se taire. À quelques exceptions, comme ce jeune député, politologue de métier. La Hongrie est-elle encore une démocratie ? La Hongrie n'est plus une démocratie, mais pas encore une dictature. C'est une sorte de démocratie dirigée, comme on dit par exemple de la Russie de Poutine. Les règles formelles de la démocratie existent. Des élections, la liberté de la presse, mais en réalité le pouvoir est concentré autant dans la politique que dans l'économie et les médias. Et cela ne permet pas une vie démocratique équitable. Le système électoral a été modifié au profit du Fidesz. Il n'y a plus de médias libres en Hongrie. La télévision publique, les journaux grand public et les chaînes commerciales sont sous l'étroite dépendance du gouvernement. En pratique, le Fidesz prive les syndicats, les ONG, les partis de toute possibilité de s'opposer réellement à ce gouvernement. L'opposition assiste, impuissante, à l'insidieuse érosion des libertés. Car Orbán sait détourner l'attention en jouant d'une carte maîtresse, le nationalisme. Lorsqu'en 2014, un député d'extrême droite s'est débarrassé en plein hémicycle de la bannière de l'Europe, le Premier ministre n'a pas réagi. Et pour cause. Sur la façade de l'édifice, il venait de faire retirer le drapeau européen pour le remplacer par celui de la Transylvanie,
une petite région de Roumanie qui appartenait, il y a un siècle, à la Hongrie. La question de la Transylvanie est au cœur des revendications des nationalistes. On les retrouve dans les rues de Budapest, battant le pavé pour exiger l'autonomie de cette province qui compte une importante minorité hongroise. Dans les cortèges, on retrouve les militants d'extrême droite du Jobbik. Adjon az Isten! Köszönöm. Egy kis csalással értem, azt mondtam, Benedek Vérsak című versét mondom, ne sápadjatok el, tényleg azt fogom mondani. Rövidebb, mint 3 perc, mert egy dolgot szeretnék még mondani. A bécsi döntésről, és akkor is elmondtuk, hogy autonómiát Székelyföldre. La décision de Vienne, quand Hitler avait rendu la Transylvanie à son allié hongrois en 1940. Contrairement aux apparences, l'initiative de cette marche ne revient pas seulement au Jobbik, mais aussi à cet homme, membre et fondateur du parti de Viktor Orbán, dont il est un ami proche. Az a nyelv eltűnik, és ha egy nyelv eltűnik, akkor eltűnik az a nemzet is, amelyik azt a nyelvet beszélte. Éljen a székely autonómia! Köszönöm szépen! Le gouvernement hongrois, comme tous les gouvernements, a pour mission de soutenir sa propre minorité nationale, et cela par tous les moyens. Viktor Orbán ne soutient pas officiellement cette manifestation, mais comme je connais bien le Premier ministre, je suis sûr que son cœur et son âme sont avec nous. Ce soutien indirect d'Orbán a des motivations politiques, mais aussi électorales. Il a attribué la nationalité hongroise aux minorités hongroises de Roumanie et des pays limitrophes. Déjà 500 000 nouveaux citoyens reconnaissants, autant de voix assurées pour les prochaines élections. Le nationalisme au service de ses intérêts. Le populisme d'Orbán se traduit également dans sa politique face au chômage et à la pauvreté, les deux grands maux de la Hongrie. Salgótarján, dans l'est du pays, est une ville industrielle fortement touchée par la crise. Pour éradiquer le chômage, le gouvernement a repris une autre vieille idée du Jobbik, contraindre tous les chômeurs à travailler. S'ils refusent, ils perdent leur maigre allocation pendant 5 ans. Les mairies régentent ce travail obligatoire, comme on le surnomme. 8 heures par jour pour 6 fois moins que le salaire moyen. J'ai demandé à la mairesse, membre du parti d'Orbán, de me montrer ces travailleurs. Nincs már hideg ehhez a munkához. Egy kicsit hideg, de ez már vége akkor. Est-ce qu'il est content de ce travail? Elégedett ezzel a munkával? Oui, oui, c'est très bien. Oui, oui, j'aime ce travail. Je suis maçon et comme ça, je peux pratiquer mon métier. Madame le maire a oublié que son micro était ouvert. Hát én nem tudom. Azt látom rajtuk, hát akkor nem filmeznének ennyit, ha nem tetszenek. Hát dehogy nem, hát majd vág össze valami. Csak ők nem erre kíváncsiak. Ők az igazi közfoglalkoztatottak. Igen. És akkor végig kiderül, hogy nincs köztük. Ez munkásaitok vannak. Én még cigány nem is láttam. Effectivement, la mairie a disposé à mon intention des salariés d'une banale entreprise de travaux publics. Ce qu'on ne veut pas me montrer, c'est la réalité de ce programme, qui concerne ici 2200 personnes.
Ces vrais travailleurs obligatoires sont en majorité des Roms. Les mairies leur confient souvent les tâches les plus ingrates et les plus inutiles. Rejetés par la population, discriminés, victimes des violences de l'extrême droite, ils représentent 5 à 8% de la population hongroise. À Salgótarján, les 3/4 d'entre eux sont au chômage, premiers touchés par les vagues de licenciements post-communistes. Avant d'être au chômage, je nettoyais les bureaux. Vous aviez d'autres choix que ce travail communal? Les usines ont fait faillite, donc ce travail communal est la seule possibilité. Elle espère à la fin de ça faire une formation et trouver un autre travail. Je peux toujours espérer. L'espoir me rend dernier, mais il y a peu de chance. Vous pensez faire ça le reste de votre vie? Tel que je vois la Hongrie, je pense que oui. Guerre efficace pour faire baisser réellement le chômage, ce programme a un intérêt politique évident. Flatter le racisme envers les Roms en proclamant haut et fort qu'avec Orbán, ceux-ci sont au travail. Autre paradoxe pour un Premier ministre anti-européen, un tel programme serait impossible sans les aides de l'Union européenne. À Salgótarján, 80% des actions de la mairie en dépendent. La méthode d'Orbán lui réussit. Il est favori des élections d'avril 2014 qui le verrait au pouvoir pour 4 ans de plus. Pour la première fois depuis la fondation de l'Union européenne, un de ses États membres est en train de quitter le chemin de la démocratie. Dernière destination, le Parlement européen, le symbole de cette Europe que les populistes vouent aux gémonies. Cette Union soviétique européenne, comme tous la surnomment. En juillet 2013, Orbán a dû venir s'y justifier après qu'un rapport du Parlement eut dénoncé ces mesures liberticides. Ez a jelentés mélyen igazságtalan Magyarországgal és Magyarország népével szemben. Nem akarunk olyan Európát, ahol gyámság alá helyeznek, a szabadságot korlátozzák és nem kiteljesítik. Köszönöm a figyelmüket. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der Liberalen Herr Verhofstadt. The only interest you are defending is your own interest, your own political interest. What we are defending here is Hungarian democracy and the interest of the Hungarian citizens. Orbán a été contraint de revenir sur ses mesures les plus contraires aux traités européens. La Hongrie aurait pu en outre être lourdement sanctionnée, privée de son droit de vote. Mais Orbán a un puissant protecteur. Le premier groupe parlementaire européen qui rassemble la droite classique et auquel appartient son parti, le Fidesz. Wir haben Vertrauen in Ungarn. Ungarn ist ein Land der Freiheit. Ungarn hat sich freigekämpft vom Kommunismus und wir haben Vertrauen in das ungarische Volk. Dankeschön. Vous pensez qu'il va tenir ses engagements? Vous lui faites confiance? Je n'ai aucun motif de ne pas avoir confiance en Orbán. Il a toujours accepté les demandes qui lui ont été faites. À ce propos, je voudrais vous montrer quelque chose. A világban van egy táncrend. A diplomáciában ezt a táncot, ezt a pávatáncot az elutasító. Tehát úgy kell előadnunk, mintha egyébként barátkozni szeretnénk. Tehát ezek azok a
mondjuk a politika művészetéhez tartozó mozdulatok, amelyek majd a 7 javaslatból 2-3-ra, amit úgyis megcsináltunk, már csak ők nem vették észre, rábólintunk, és a maradék 2-re, amit még nem akarunk, azt pedig úgy utasítjuk el, hogy a többségét tulajdonképpen elfogadtuk. Ez egy bonyolult játék, ha megengedik, most ennek a szépségeivel nem szórakoztatom önöket a továbbiakban. What do you think about that? Mais c'est parfaitement acceptable de la part d'un Premier ministre. Pardon, mais un Premier ministre librement élu n'a pas à obéir aux ordres de Bruxelles lorsqu'il y a un différend sur des questions juridiques. C'est le droit du peuple hongrois et de ses représentants élus de décider ce qu'ils veulent. Le résultat peut ne pas plaire à la gauche ici, mais les citoyens hongrois ont tout de même donné une majorité de 2/3 dans une élection libre à Orbán. Il a donc le droit d'utiliser cette majorité pour gouverner son pays. Un mois seulement après cet entretien, Orbán a fait voter une nouvelle loi contraire aux règles européennes. La détention préventive illimitée, sans jugement, pour les suspects de crimes. La danse du pan, encore. L'orateur qui a tensé le Premier ministre hongrois s'appelle Guy Verhofstadt. Que répond-il à Orbán et à ses soutiens, mais aussi à tous ces populistes d'Europe pour qui la démocratie en somme pourrait se définir ainsi, obtenir 51% des voix et faire ensuite ce que l'on veut? Non, on ne fait pas ce qu'on veut. Ce n'est pas la dictature de la majorité. Il y a des valeurs à respecter, il y a des minorités à protéger, il y a des libertés à garantir. Un individu dans un pays qui est dominé par une partie politique qui représente plus que 90% de l'électorat, même dans ce pays-là, les droits individuels de cet individu doivent être respectés. Ça, c'est la démocratie. Ça, c'est le sens de la démocratie en Europe. Donc, petit à petit, ça veut dire que ce n'est pas inimaginable d'avoir une Union européenne qui n'est plus basée sur la démocratie, l'état de droit, mais sur l'une ou l'autre régime autocratique. Les populistes progressent partout. Orbán n'est peut-être que le premier à se trouver au pouvoir. Or, les responsables politiques semblent bien désarmés face à eux, qui se disent parfaits démocrates, au prétexte qu'ils participent à des élections. Nos nations ont fait beaucoup mieux par le passé, elles sont capables de faire beaucoup mieux dans le futur. Au Parlement, tous les populistes d'Europe sont représentés. Ils s'organisent. Ils s'allient pour constituer, après les élections européennes, un groupe parlementaire. S'ils obtenaient 25 sièges de 7 pays différents, ils recevraient des centaines de milliers d'euros et des moyens accrus de faire entendre leur voix. Dans les couloirs, un homme se pavane. Nigel Farage, le chef des populistes britanniques de UKIP. Un modèle pour ses pairs. Farage est parvenu à contraindre son gouvernement d'organiser un référendum sur la sortie de l'Europe. Car depuis un an, son parti engrange d'éclatants succès électoraux au Royaume-Uni. Auparavant, Farage a passé ici 14 années, faisant du Parlement européen sa place forte. Si Orbán menace les valeurs de l'Europe, lui pourrait causer sa désintégration, car il espère bien que l'Union ne survivra pas au départ d'un de ses membres. Quand on aura ce référendum, j'espère que ce sera la fin de cette erreur historique qui consiste à vouloir rendre le monde meilleur. Ça a échoué. Vous passez votre temps à dire que l'Europe coûte cher, après tout pourquoi pas. Mais cette Europe vous donne 2,5 millions d'euros. Pas à vous personnellement, à votre groupe. Mais c'est énorme. Moi, je n'ai pas de problème à prendre l'argent du diable pour faire l'œuvre du bon Dieu. J'en suis même ravi. Disons que c'est la dimension démocratique de l'Union européenne. Ben, c'est vrai, il y a une ironie à ce que des gens comme moi soient là, mais ça me fait plutôt marrer. Une menace plane sur l'Europe. Il y a 2 siècles, le philosophe Tocqueville écrivait « Le premier risque de la démocratie, c'est la tyrannie de la majorité ». Aujourd'hui,
Ce danger a un nom, le populisme.